donc j'ai mis un petit peu à Françoise Moderne au courant des discussions de la matinée, et notamment, alors une question que je vais vous poser pour commencer, donc vous dirigez le cercle méditerranéen d'astronomie. Alors je voudrais que vous nous parliez un petit peu de l'idée que vous faites de la façon dont comment se fait le moment de la naissance. Quelle est votre théorie? Est-ce que l'enfant choisit le moment de sa naissance? Est-ce que c'est programmé? Et comment il capte comment les astres impriment son caractère? Enfin, est-ce que vous avez une idée qui sous-tend tout ça? Un peu philosophique. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que les astres ont une certaine disposition. Je suis très scientifique et cartésienne. Alors, justement. Mes raisonnements n'ont pas du tout de connotation spirituelle ou religieuse. Donc pour moi, les astres, à un moment donné, coïncident et se comportent de telle façon qu'ils aboutissent à la naissance d'un enfant. Quand on dit qu'un enfant est prématuré, c'est que pour moi c'était préparé par le ciel avant. Je ne crois pas. C'est simple à vérifier, c'est-à-dire lorsque vous faites le thème de l'enfant prématuré, comme vous savez comme moi que l'hérédité joue dans l'astrologie comme dans la réalité physique, et quand vous voyez l'ascendant de l'enfant, il y a toujours une correspondance avec un des parents. Donc l'ascendant va dépendre et du jour et de l'heure. Moi c'est préparé, tout est préparé. Alors je suis très déterministe en plus, malgré ce côté cartésien qui me caractérise. Donc préparé, c'est-à-dire que même quand l'accouchement est provoqué, le thème reste valable. C'est ça que oui, absolument, absolument. L'accouchement. La vérification se fait par l'ascendant, justement. L'ascendant, c'est le corps le plus mouvant, le point le plus mouvant d'un thème, et vous avez toujours une correspondance avec un parent, toujours. Alors, est-ce que ça signifie que nous sommes perméables, en quelque sorte, aux configurations du moment de la naissance, qu'elles s'impriment en nous? On peut l'exprimer de cette façon. Non, mais pas forcément. Oui, non, puisqu'en fait, moi je pense que nous sommes tous des débris d'étoiles, et qu'à partir de là, il y a une sorte de résonance entre le ciel et le bébé qui va naître, une espèce d'alliance chimique, si vous voulez, qui fait qu'il y a, ça résonne et l'enfant va sortir parce que c'est son heure, parce que on croit que ça a été déterminé par le chirurgien ou par les parents, mais pas du tout. Enfin, moi je fais ma théorie. C'est la théorie qui convient à beaucoup d'astrologues. C'est la théorie qui me convient aussi. Mais moi qui ne me convient pas, mais qui convient à beaucoup d'astrologues, parce que ça justifie l'importance des accords de natal, bien sûr, à une et à l'heure de naissance. L'importance, vous parliez de l'homitude tout à l'heure, du mouvement de la journée sur 24 heures. La Terre qui va tourner, qui va emporter tout le primum mobile dans son tour en 24 heures. Et donc un ascendant, c'est majeur, puisque ces mouvements diurnes, les mouvements liés au jour, donc... Mais alors il y a quand même quelque chose d'assez étrange dans cette histoire d'ascendant, parce qu'en fait, moi je me souviens quand j'avais commencé l'astrologie il y a plus de 40 ans, je disais que le physique de la personne m'indiquait son ascendant. Or, tout à fait. Non, mais je veux dire, je ne dépends pas ça aujourd'hui, puisque j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ça. Or, il est évident qu'on ne va pas imaginer que le physique va changer selon qu'on est Gémeaux ou Cancer dans les heures de Non. Donc ça peut pas. Donc ça paraît assez invraisemblable qu'on accorde une importance physiologique et morphologique si importante à un facteur qui est tellement susceptible de changer d'une heure à l'autre. Bon, vous avez vous-même porté la réponse, là? Je vais poser la question. Il vous arrive de vous planter dans devinant l'ascendant. Bon, oui, ça m'arrive. C'est ça, voilà. Bon, et bien moi je vous citerai donc un exemple. Par exemple, je me rappelle avoir dit à quelqu'un, cette personne doit être poisson. On m'est tombé dessus, c'est nul, c'est pas ça, plus c'était un astrologue, bon. Ça m'a vexé sur le coup, il faut quand même que je sache la date de naissance de cette personne. Et cette personne était simplement avec Neptune à l'ascendant. Donc c'est la planète, j'ai vu la planète en me disant poisson. Donc il n'avait pas faux, j'étais contente de moi-même. Surtout que j'ai la théorie de l'ascendant comme correspondant à quelque chose d'extrêmement extérieur, physique, elle va plutôt dans le sens du fait qu'on a une généalogie, on a un héritage héréditaire et qui fait qu'on va essayer de naître à un moment qui correspond à cette structure que nous avons. Oui, donc on n'est pas à ce moment-là. Donc à ce moment-là, si jamais, Madame Moderne, l'accouchement se déroule de manière artificielle, cette correspondance ne va pas fonctionner. Et si, parce que justement, ça va déclencher
de façon à ce que votre ascendant de ce jour-là soit en parenté, soit en parentage, si vous voulez, avec les parents. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait des situations de découplage où effectivement quelque chose vienne perturber cette mise en conformité, cette mise en correspondance? Moi, je crois assez les définitions même du mot cosmos, beauté, harmonie, etc. Donc, je crois vraiment à ce que nous sommes rien, donc il y a une espèce de correspondance et qu'à partir de là, ça se déclenche. Nous sommes des débris d'étoiles. Bon, on ne va pas chimiquement, c'est prouvé déjà. On va pas trop. Des débris d'étoiles. On va pas La poussière, c'est joli. Donc, finalement, maintenant que ça, on a fait ça pour faire la correspondance avec son erreur, mais je voudrais que vous nous parliez vraiment sans être obligé de parler de tel ou tel sujet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand on vous demande de parler d'astrologie? Qu'est-ce que c'est que pour vous l'astrologie? Qu'est-ce que vous avez à transmettre au regard de l'astrologie? Bon, pour moi, l'astrologie est quelque chose d'utile, pour soi et pour les autres. Déjà, je suppose que tous ceux qui l'ont pratiqué ont fait comme moi, c'est-à-dire ça les a rendus plus indulgents vis-à-vis des autres, de l'extérieur. Ça donne des rapports beaucoup plus. On accepte, on se dit, bon, c'est pas de sa faute, il y a Saturne qui est en train d'enquiquiner. Non, on dit comme ça, c'est pas de sa faute, comme ça. Voilà, on accepte beaucoup plus. Et c'est utile en prévision, parce que moi je suis une prévisionniste, j'adore ça. Hein. Je fais les recherches que je fais sur Ptolémée, vous m'avez vu. Là, oui, mais justement, c'est vrai que madame fait partie des gens qui ont une connaissance de l'histoire de l'astrologie, l'histoire des textes astrologiques au-dessus de la moyenne, effectivement. En principe. Et vous travaillez d'ailleurs avec des gens comme Gemma. J'y vais la semaine prochaine, en Italie, et nous faisons des recherches. C'est peut-être là que vous pourriez peut-être. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous plonger dans cette littérature? Bon, soyons honnêtes, une sorte de ce que je vais appeler la masturbation intellectuelle. C'est agréable, j'aime ça, bon, ça apprend aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on essaie de se placer. Je trouve que moi ça m'a apporté, non pas de me placer devant un dessin, mais de me placer dehors dans le ciel et de regarder où ça se passe. Est-ce que cette planète se lève? On peut la voir à partir de quel moment? Est-ce qu'elle est... Ça me met dehors et le ciel sur ma tête. Si vous voulez, ça fait ce que faisaient les anciens, un constat direct, réel. C'est ça que ça m'a apporté par rapport à... Et donc je suis capable, ça a modifié aussi mes manières d'analyser les thèmes, c'est-à-dire que je suis capable d'ajouter des informations supplémentaires, comme par exemple, donc Vénus se lève par rapport au Soleil, qui n'est pas du tout la Vénus qui se lève dans le thème ce jour-là, mais qui se lève par rapport au Soleil, donc elle va être orientale par rapport au Soleil, elle sera plus masculine dans son expression par exemple, alors que si elle est occidentale au Soleil, on va la trouver plus féminine, plus douce, etc. Donc je vais apporter, si vous voulez, ça. Moi ça m'apporte des analyses comme ça, parce que les anciens, même des textes ont traduit en ce moment, des textes qui n'ont pas été produits en France, hein. C'est pour ça que je vais là-bas. Il y a des choses qui se sont perdues en cours de route. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Et qu'est-ce que vous pensez par exemple des étoiles? Eh bien, les étoiles ont leur influence, mais je pense qu'il ne faut pas négliger les planètes modernes. Les étoiles ont l'influence et on s'en sert beaucoup. C'est-à-dire surtout certaines étoiles fixes qui sont dites, qui occupent des degrés spécifiques, que les anciens appelaient azémènes, c'est-à-dire des degrés qui sont fatales. Voilà. Et ça apporte, moi, les étoiles fixes, c'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, ce qu'on appelle aussi les nébuleuses. On joue beaucoup avec les nébuleuses chez les anciens. Par exemple, on va voir que vous êtes né avec une nébuleuse sur votre ascendant. Et ça détermine les maladies, les tendances aux maladies. Et ça a été vérifié. Oui, ça a été vérifié. Alors, il y en a certaines, il y en a très peu de nébuleuses importantes. Il y a la chevelure d'Andromède, il y a l'Aqua di Aquarius, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau de l'Aquarius, de la fontaine du Verseau. Il y a la crèche, qui est la Sirius, en fait, à côté, vous avez la crèche, vous avez les Azimus boréales et australes, vous avez... Enfin, dans les cancers, il y en a pas mal. Il y a les Pléiades, qui étaient très importants. Les Pléiades, c'est fatal. Vous le savez vous-même qu'Algol, quand Algol tombe, c'est ce qui s'est passé pour Lady Di, Algol était sur sa Vénus natale, et on savait qu'elle allait avoir quelque chose de fatal dans sa vie amoureuse, sans compter l'accident, bien sûr. Et Algol est très connu, à 24 de Taureau à peu près, est très connu. Et encore qu'avec cette astrologie italienne, enfin italienne, grecque, etc., et arabe, latine, enfin. Latine, voilà, c'est sans latine comme peu arabe, mais enfin c'est les anciens, c'est les textes anciens. Vous savez, par exemple, vous n'allez pas dire Algol est à 24 degrés du Taureau, vous allez chercher à quel endroit du ciel, véritablement, physiquement,
se trouve à Gaulle. Ça peut être à 2 degrés du Gémeaux ce jour-là, le jour passionné. Ça peut être à 20 degrés ou à 20 degrés du Taureau. Donc, on regarde vraiment la position au moment où elle traverse Donc il y a des effets aussi de ces... C'est un calcul. C'est un calcul. Toi, tu dois nous être spécialiste. C'est un calcul. C'est un calcul. Au même titre que Ça s'appelle un degré de passage. On appelle ça un degré de passage. Et on va compter le degré où ça passe, où l'individu est vraiment touché. Et ça passe rapidement. Non, ça dépend. Quelquefois, il y a des écarts très grands. Parce que vous savez, le ciel bouge. Alors, selon comment il est et selon comment est l'individu, il faut. Je ne me rappelle plus comment le faire. ça dépend de la Terre, ça sera bien. Voilà. La déclinaison, la latitude, l'obliquité également de ce moment-là. Voilà. Et ça, il y en a très peu qui le font, ces calculs-là. Moi, c'est un programme italien qui me fait. D'ailleurs, tu vois, je pense, moi, franchement, on parlait des degrés symboliques. Oui. Je suis convaincu que les degrés symboliques ont été fondés sur les constellations. Je pense aussi. D'ailleurs, on les appelle les degrés azémènes. C'est une fatalité. C'est logique. Hein, quand vous dites fatalité, c'est-à-dire que je prends l'exemple de Lady Di avec ça. Dans les fatalités, c'est dans ce c'est pas forcément négatif. C'est fatalité dans le sens où c'est. Voilà, c'est fatalité. On est obligé de. On le vit. Non, pas dans ce sens-là. Je veux dire que c'est une fatalité, c'est-à-dire que la personne exprimera dans sa vie ce que signifie cette étoile. D'accord, c'est pas un drame. C'est pas nécessairement. Enfin, malheureusement, on reconnaît ça. C'est pour ça que je l'entendais, mais voilà. quand vous avez un peu. Oui, c'est bien aussi de. Enfin, si on dit fatalité. Oui, c'est moi. Connotation négative, ça veut dire. Sirius est souvent utilisé. Sirius, mais c'est une étoile. Oui, c'est une étoile. Sirius, on en sait beaucoup. D'ailleurs, Sirius se lève. Pourquoi les Égyptiens étaient Sirius? Parce qu'ils savaient que l'eau allait arriver. Il allait pleuvoir. Dès que Sirius se levait, ça y est, ils savaient que ça allait arriver. Il allait pouvoir fertiliser leur terrain. Donc, non, Sirius, écoutez, non, parce qu'elle est à... Non, Sirius, c'est celle dont les Égyptiens tenaient compte pour leur fertilité de la terre, si vous voulez. C'est pas le même mot qui signifie les images qui s'appellent les Sirius. Non, Sirius, ça s'écrit pas pareil. Les Sirius, c'est avec C, et Sirius, c'est S-I-R-I. C'était ça apporte, alors on va dire, comme Régulus, de la terre qui va apporter de la 04 70 de la chaleur, etc. 98 63 45. Ah oui, cette étude-là est vraiment intéressante parce qu'on se met à la place des anciens. Eux, ils se sont servis de leur cerveau, ils ont regardé le ciel. Et ils ont fait des analogies. Comment est-ce qu'on essaie de venir regarder le ciel? C'est-à-dire comme on le fait pas assez. On le fait pas. Moi, j'avoue que. Puis on a beaucoup de lumière perturbante dans le ciel. Eh bien oui, on n'y pense pas, on a tout sur la. Non, c'est pas qu'on n'y pense pas, c'est que ça. Également, ça peut. Voilà. Je trouve ça relativement facile. C'est facile. Ce que je disais, vous n'étiez pas là, je m'intéresse davantage, si vous voulez, à la culture de l'être humain, à la psychologie de l'être humain. Donc en fait, voilà, ça me. Mais on veut dire que ça joue. J'aime bien des choses qui me disent, mais il faut bien que le travail soit fait en amont par des gens comme vous, pour que moi je puisse avoir les informations. Oui, tout à fait. Vous savez que ça existe. Un jour, peut-être, vous aurez envie de dire. La dernière fois, j'ai entendu parler de les étoiles, justement, des étoiles. Alors, Junon, Vesta, c'était. Ah, c'est les astéroïdes. Les astéroïdes, voilà. Donc, j'ai entendu parler de ces astéroïdes. J'ai eu une petite conférence dessus, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était bien. Donc, je me suis dit, tiens, ça a creusé. Voilà, bon, mais c'est quelque chose comme une petite masturbation intellectuelle, ça va m'en dire. Mais je me vérifierai peut-être, je vais le poser une fois ou deux, voir. Oui, c'est ça. C'est pas. Voilà, ça va pas. Voilà, vous n'en faites pas une religion, quoi. C'est un événement sur. Vous disiez que vous étiez quand même intéressé par les nouvelles planètes, etc. Je ne mange pas les nouvelles planètes, Uranus, oui. C'est les transsaturniens. Oui, c'est ça. Les astéroïdes, non. Voilà. Je dis déjà assez avec celui-là. Alors, j'ai une astrologue qui me disait qu'elle utilisait surtout les nouvelles planètes au niveau des maisons. Parce que l'avantage, c'est que la planète peut se trouver dans 12 maisons différentes. Donc il y a un clavier de possibilités.
dans le zodiaque, elle sera à un point précis, qui est à peu près le même pour tous les gens qui naissent à ce moment-là, alors que les 12 planètes vont pouvoir se retrouver dans les 12 maisons. Donc ça permet de leur donner une dimension. Et d'ailleurs, rappelons qu'au niveau du mouvement de Guillaume, tous les facteurs passent à la même vitesse, y compris les étoiles. Donc, autant au niveau zodiacal, il y a des différences absolument énormes entre les planètes, etc., autant au niveau du mouvement de Guillaume, c'est exactement au même point. C'est-à-dire que la Lune ne va pas plus vite que Pluton. Il y a une certaine vitesse, mais enfin on évalue selon que c'est le jour, selon que c'est la nuit. Et chacun a sa vitesse propre de déplacement de la Terre, si vous voulez, du mouvement de ce qu'on appelle l'arc nocturne et l'arc diurne, si vous voulez. Donc, mais il faut bien que le lendemain, elle s'est rattrapée, puisqu'on compte 24 heures, que la Lune ait fait ses 12 degrés en plus, donc la vitesse est variable dans la journée. Mais moi, j'estime quand même que les nouvelles planètes, c'est important quand elles touchent les éléments vitaux, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, l'ascendant. Donc je les considère pour le caractère. Vous êtes une astrologue traditionnelle à ce moment-là. Ah oui, j'ai un côté Quand on dit traditionnel. nouvelles planètes, c'est les planètes transsaturniennes? Oui, uniquement. D'accord. Non, c'était juste Encore, je suis comme ça que je l'entendais, donc je voulais. encore que je suis très prudente avec Chiron, tout ça, on raconte. Ah oui, non, mais Et le phénomène Pluton, ça vous a impressionné? Les aventures de Pluton? Mais vous savez qu'ils ont voté, ils ont eu plusieurs jours pour voter. Ils ont voté le dernier jour, ils ont eu toute la semaine pour travailler dessus. Ils ont voté le vendredi après-midi, et la moitié avait des avions à prendre, était partie à midi. Donc cette histoire de voter la planète naine, Pluton, ça s'est fait parce qu'ils étaient pressés. Hein. Faut voir. Alors je pense qu'il va y avoir une autre rencontre dans quelques années. Ils vont la remettre. Parce qu'on a parce qu'ils l'ont enlevé, non, oui, c'est ça. Ils l'ont considéré, oui, comme naine au même titre que Cérès, etc. Mais tous les partisans étaient partis. Alors, il y avait plus C'est comme ça qu'il y a des projets de loi qui passent. oui, on en sait un il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, justement, sur la projet de scientologie, entre autres. C'est vrai. À la fin, c'est une manœuvre. C'est une manœuvre. Donc, les partis, ils ont leur train, ils ont ceci, ils ont voté ça. Mais ils vont la remettre parce que Pluton, pour moi, c'est majeur. Hein. C'est majeur, c'est vraiment la bombe atomique. À mon avis, oui, aussi. Là, je vais vous citer des exemples à l'appel. Hein. Ouais. Dites-nous des exemples. Alors écoutez, je vais vous dire, un monsieur, voilà, c'est un monsieur avec qui qui travaille avec moi, qui habite du côté de Anteldan, par là, et qui a une position, qui est un ministre, enfin bref, peu importe. Et voilà. Et ce monsieur, il avait c'était Bélier, il est Bélier, je me souviens de ça, il avait un planète. Et il avait vraiment une année absolument magnifique. Les transits très beaux, c'était vraiment très beau. Et effectivement, je crois qu'il était en Cambodge, je crois, il a été avec le roi, il a fait un film, enfin, tout un truc. Bon, alors seulement, il avait Pluton sur l'ascendant cette année-là. Mais tout le reste était bon. Et moi, je lui ai dit, bon, c'est très bon. Maintenant, il y a quand même quelque chose, vous avez quelque chose qui va vous transformer complètement, quelque chose qui va changer, vous ne serez plus le même, etc. Enfin, tout le baratin qu'on donne pour Pluton. Mais tout est bien, le reste du terme est très bien, donc en principe, ça ne devrait pas être terrible. Eh bien, je me suis plantée, oui, effectivement, je me suis plantée, non, je ne me suis pas plantée. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet homme, qui effectivement faisait des films, a été reconnu par le roi du Cambodge, etc., et tout ça, s'est trouvé se promener, si je peux dire, avec un groupe de personnes dans une campagne lointaine et il n'y avait rien. Et il a eu une crise cardiaque phénoménale, et il a été sauvé parce qu'il y avait un médecin cardiologue dans le groupe dans lequel il était. Et il a toujours dit, et on l'a opéré, absolument, on l'a opéré, je sais pas, on a fait vraiment la préopération cardiaque. Je ne sais pas si c'est cœur ouvert ou pas. Et il dit maintenant, je suis un autre homme. Il dit lui-même, je suis un autre homme. Mais évidemment, sur le coup, je me suis dit, mince, je n'aurais jamais cru que ça allait être ce truc-là. C'était un Pluton était en Sagittaire, il a un ascendant Sagittaire ou Capricorne? Il avait un ascendant Sagittaire. Oui, c'était il y a quelques années, ce que je crois qu'on ne sait pas tout. Non, tout à l'heure, on parlait. Et c'est très net parce que tout le reste est l'ascendant et on disait la Justement, c'est parce que le reste était bon. Parce que le reste est bon, bien sûr. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de l'ascendant, hein, puisque vous citez un Pluton conjoint à l'ascendant. L'ascendant, c'est pour moi, c'est notre être profond, c'est ce qu'on est réellement, c'est ce qu'on a à construire dans notre vie. C'est ça. Donc à partir de là, c'est vrai que comme vous faisiez, monsieur. Et s'il est en descendant Jacques faisait la différence avec. C'est conjoint, la différence, c'est conjoint, voilà. Et Jacques faisait la différence, disant, en fait, la morphologie, il y a quelque chose, c'est le corps aussi. Donc là, on voit la maladie, la constitution. Oui, l'ascendant, c'est notre constitution. Et c'est sûr qu'on ne peut pas dire le feu, c'est le cœur. Tout ce feu, c'est le cœur. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Oui, tout à fait.
Là, c'était une réelle constitution. Voilà. Mais Françoise Modin, est-ce que vous avez une idée de la réforme de l'astrologie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Est-ce que vous voyez un Qu'est-ce peu... que vous appelez la réforme? Est-ce que l'astrologie peut évoluer, peut se transformer, peut évacuer certaines choses? Vous connaissez bien l'histoire de l'astrologie. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que, par exemple, qui correspondent à un certain stade de l'astrologie et qu'on ne doit pas forcément continuer à utiliser, par exemple? C'est une question gênante que vous me posez parce que vous avez autant d'astrologues que d'astrologie, j'ai l'impression. Donc, réformer quoi? Réformer laquelle? Réformer où? Et chacun est convaincu que sa méthode est la meilleure. Donc, je vois difficilement une amélioration pour moi. Mais là, c'est quand même... bon, je sais pas... nous, en tant qu'astrologue, moi, je pense qu'on attache beaucoup d'importance aux cycles. Et les cycles, il faudrait quand même les utiliser aussi pour nous-mêmes, en tant qu'astrologues. Oui. Donc les cycles, ça nous encourage, quand il y a des conjonctions, à nous réunir, à nous retrouver et à nous entendre. Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Donc il y a un moment où il y a un temps pour se diversifier, et puis il y a un temps pour se réunir, pour se rassembler. N'oublions pas quand même que nous sommes dans une période de mondialisation. Oui. Donc on n'est pas forcément constamment obligé d'être chacun sur sa... Voilà, donc on devrait nous aussi jouer la carte... Oui, je pense qu'on devrait donner... On est des cordonniers qui sont mal chaussés. Voilà, il faut donner l'exemple. Et en plus, si un astrologue ne vit pas bien et ne vit pas en phase avec les cycles, il ne va pas pouvoir aider ses clients à les vivre correctement. Donc si nous, astrologues, en tant que corporation, on vit mal et on n'assume pas cette dynamique des cycles de rassemblement, puis de dispersion, etc., est-ce qu'on pourra aider nos clients à suivre... On avait évoqué justement tout à l'heure, comme quoi effectivement le client arrive à un moment donné de sa vie évolutive, mais l'astrologue qui reçoit le client, lui aussi, est dans cette phase d'évolution, et forcément, c'est une incidence. Vous n'étiez pas là quand on en a parlé. Oui, mais je veux dire que quelles sont les... D'ailleurs, je vais poser la question à Françoise Modin. Quelles sont les qualités que doit avoir l'astrologue pour pouvoir être... Là encore, c'est une question très difficile, parce que moi, je vais même dire que tout dépend aussi de la personne reçue. Est-ce qu'il y a harmonie du thème de l'astrologue à celui qui vient le consulter? Est-ce qu'il y a une harmonie entre votre thème et celui du chirurgien qui va vous opérer? C'est par là déjà qu'il faut commencer. Moi je vois qu'il y a des thèmes que je fais. C'est exactement la même chose. Le chirurgien, s'il n'est pas en harmonie. Oui, enfin, il faut voir s'il est énervé ce jour-là. En tant qu'astrologue, on devrait mettre de côté notre propre réalité. On doit être. Oui, mais pour analyser, vous comprenez mieux quelqu'un. On n'analysera que si on est nous-mêmes analysés, et si on a fait un travail suffisant sur nous. Oui, mais moi je pense en termes d'astrologie, si vous voulez. En termes d'astrologie, je sais que dans un thème, il y a des thèmes que je fais avec une grande aisance, sans problème, et puis il y en a d'autres qui me posent problème, que moi je vais aborder soudainement, pour analyser des personnes, qu'est-ce qu'on peut faire ou mieux faire. Et oui, j'entends. Vous m'avez pris là, je suis brillante. Et vous êtes prise depuis tout à l'heure, parce que Non, mais en contre-jour, non. Vous faites un deal avec le monsieur qui coupe? Non, pas du tout. On ne coupe pas, et puis quand on est à contre-jour, il ne reste rien. Vous êtes sûr, parce que moi je ne peux pas. Ah non, mais je m'y engage absolument. Donc, effectivement, bon, malgré tout, bon, on ne va pas constamment se perdre dans les détails en disant, bon, on peut quand même fixer des grandes lignes. Là aussi, le cycle, il y a un moment donné, la notion de cyclicité, c'est qu'à un moment donné, on va vers des grandes lignes, et à un autre moment, on multiplie les détails. Donc c'est l'axe vierge-poisson, en fait, je veux dire. Donnez-moi un exemple alors de ce que vous voulez dire. Je veux dire par là qu'à certains moments, les cycles nous amènent, à nous rassembler. Alors, au moment de la conjonction. Oui, c'est ça, à rassembler, et dans la vie des gens aussi à rejoindre certaines personnes, par exemple à se retrouver, à se regrouper, et à se mettre d'accord sur des grands principes, sur des grandes forces, qui est aussi une façon d'unifier. C'est-à-dire qu'il y a une unification du groupe et une unification du savoir. Oui, à certains moments, au moment au moment où ça fait effet, ça se défait. Voilà, mais il faut quand même qu'il y ait un moment où il faut marquer le coup. Ah oui. Et donc au moment où on marque le coup, c'est un moment où on se réunit et éventuellement on se met d'accord sur des valeurs communes, c'est un moment privilégié, important, parce que ça recentre les choses, ça ressource les choses, même si après on se redisperse. Oui. Et il ne faut pas évacuer ce moment-là, sous prétexte qu'il est essentiel. Alors on va prendre un exemple actuel.
la conjonction de Jupiter et Neptune, à ce moment-là. Comment vous la traduisez? Comment vous pensez qu'elle puisse être exprimée, puisque nous en avons une en ce moment. C'est vous qui posez les questions. Oui. Écoutez, en tout cas, cet exemple ne me convient pas trop, parce que moi, je n'utilise pas les transsaturniennes. Mais je vous le dis tout de suite. Mais je peux quand même, disons, rentrer dans cette logique, encore en mettant un bémol, en disant, moi, ce qui me gêne, c'est la très grande multiplicité des cycles. Quand on a trop de cycles, on ne peut plus organiser une cyclicité de manière cohérente. Donc moi, je milite sur l'idée des cycles, des super cycles, des cycles majeurs. Parce qu'autrement, on ne s'y retrouve pas. Donc ça, c'est aussi... Saturne, par exemple, qui va se réunir tous les 20 ans, puis tous les 120 ans, puis tous les 900 ans. Par exemple. Mais donc, moi, je pense qu'il serait bon que les astrologues s'accordent à dire que certains cycles sont les plus importants, pour une raison ou pour une autre. Et qu'après, il y a des cycles mineurs qui viennent s'articuler, mais bon, ça manque, à mon avis, beaucoup. Mais, parce qu'autrement, vous comprenez bien que si je commence en consultation à dire, voilà, oui, il y a ce cycle-là qui est là, mais dans quelques jours, il y a un autre cycle qui va arriver, le discours devient brouillé, vous comprenez? C'est-à-dire que, moi je dis toujours, trop de cycles suppriment la cyclicité. Supprime la perspective de cyclicité. Et à ce moment-là, les astrologues vont vous dire oui, mais vous apercevez la d'un cycle, mais il y en a un autre qui va arriver, etc. Et donc c'est une façon d'évacuer la cyclicité. En chargeant la cyclicité à tous les niveaux, on n'a plus de cyclicité. Et donc il y a des gens, d'ailleurs moi très franchement, on en a parlé hier toute la journée, il y a des personnes qui ont peur de la conjonction. Ils ont peur de la conjonction, ils ont peur de ce qu'implique la conjonction, et par conséquent, chaque fois qu'il y a une conjonction, ils essaient de la désamorcer, de la neutraliser, en combinant avec autre chose pour dire non, c'est pas encore le moment. Donc, c'est ce moment crucial de la conjonction qui implique de se recentrer, de se ressourcer, de se retrouver, etc. C'est un moment qui est souvent, même chez les astrologues, il est occulté délibérément, ou du moins subconsciemment. Jacques. Hier, pourquoi on ne va pas carrément, justement, à l'essentiel comme hier, justement, parce qu'hier, on a été direct, on est parti de ça. Donc, oui, mais chaque fois, il y a une alchimie différente selon les jours. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que les gens comprennent. Oui, mais du coup, on n'a pas le fil. Et je sais. Voilà, donc je vais le dire, parce que je vais faire le lien. Voilà, et puis voilà, du coup, on va dans le vrai débat et tout le monde va. Voilà. Mais en fait, donc, je reprends un point de vue, puis vous. Voilà. Mais quand il parle d'unité et tout ça, c'est comme si c'était le fait de revenir à une essence, pour recréer les fondements, c'était les fondements de l'astrologie. Et en fait, dans ce cycle, c'était voir le zodiaque comme un cycle, mais qui n'est pas forcément non plus un fondement. On est d'accord? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, non, mais je vais traduire ce que dit Mme Attard. Oui, on va l'essentiel. Voilà. Moi, je vais le traduire. Oui, elle me traduit, moi je la traduis. Parce que, voilà, pour qu'on aille vraiment à l'essentiel. Oui, alors donc, effectivement, il est évident, Madame Moderne, je prends un peu comme arbitre de nos débats, il est évident qu'à partir du moment où il y a un recentrage, il y a des choses qui deviennent secondaires. Bon, et c'est très important de distinguer entre l'essentiel et le secondaire, entre le centre et la périphérie. Donc c'est là le problème, c'est que l'effort qui consiste à dire, bon, ça c'est mineur, ça c'est pas fondamental en astrologie, ça c'est fondamental, ça c'est pas fondamental, c'est cet effort-là auquel on est invité. Moi j'invite les gens, les astrologues à travailler. Mais effectivement, je dis, c'est le moment de certains cycles qui nous invitent à faire le tri entre ce qui est essentiel. Alors par exemple, effectivement, si on prend le cas du cycle, la conjonction est essentielle, le fait que la conjonction se défasse soit essentiel, mais le fait de diviser le cycle de la planète en 12 signes, par exemple, c'est une possibilité comme une autre. C'est-à-dire que les subdivisions qui me permettent de suivre un cycle dans son processus, elles peuvent on peut en faire d'autres. Et à ce moment-là, on va dire le cycle est central, les subdivisions que tel et tel astrologue peut apporter, c'est quelque chose que chacun peut faire à sa façon, mais c'est pas parce qu'il y a des choses que chacun peut faire à sa façon qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Et dans ce sens-là, en fait, voilà, c'était mettre. Est-ce que le zodiaque, en lui-même, fait partie de ses fondements? Alors, c'est la notion de rapport entre la structure et la subdivision de la structure. C'est-à-dire que le cycle, il existe. Bon, maintenant, on peut, de même que dans le mouvement diurne, on peut diviser on peut faire 12 maisons, on peut en faire 30, on peut considérer qu'il n'y a que 8 signes du zodiaque, voilà. Donc, il y a l'octotopos, etc. Donc ça, si vous voulez, quand vous disiez tout à l'heure, madame, qu'effectivement, les astrologues sont différents les uns des autres, oui,
à un certain niveau, mais on peut peut-être relativiser ce plan où ils sont différents, et pour essayer de voir s'ils ne pourraient pas se mettre d'accord sur certaines choses fondamentales et centrales. Oui, tout ça c'est bien joli, mais moi je suis pratique, comment vous faites après? Non, mais c'est déjà pas mal d'être d'accord sur le principe. Ah oui, le principe, d'accord. Donc, si on était d'accord sur le principe, ce serait déjà pas mal, parce qu'à ce moment-là, c'est la notion de dire, par exemple, que moi, l'autre jour, on donnait l'exemple d'un immeuble. L'immeuble, il a été construit d'une certaine manière, il y a des appartements. Bon, maintenant, dans chaque appartement, chacun fait un petit peu comme il veut, il met l'aménagement qu'il veut. Bon, cet aménagement qu'il veut va pas nous empêcher de réfléchir sur la structure générale de l'immeuble. En disant, ah oui, mais on ne va pas réfléchir sur l'immeuble parce que le locataire du rez-de-chaussée, il a installé sa chambre qu'elle là. Non, ce sont des détails qui sont spécifiques à chaque groupe, mais qui n'empêchent pas de voir le paysage global. Donc je ne crois pas qu'il faille faire obstacle d'une réflexion ni statistique, parce qu'en statistique c'est la même chose. On peut très bien mettre l'accent sur des axes centraux au niveau statistique, sans prétendre entrer dans le processus individuel de chaque individu, voyez-vous. L'un n'empêche pas l'autre. C'est une objection que tout à l'heure a été faite à M. Lamargot. C'est pas parce qu'on a le droit on peut à la fois faire apparaître des constantes, des lignes de force, et à la fois reconnaître qu'à un certain degré, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter. C'est un peu ce qui se fait en astrologie mondiale, en fait, puisque... L'astrologie mondiale, c'est un modèle pour l'astrologie. Oui, tout à fait. Il y a même Brahe qui avait fait un ouvrage sur l'astrologie boursière, où ça n'est que la superposition de plusieurs cycles. Oui, la mondiale est basée sur les cycles essentiellement. La mondiale est basée sur... On retrouve tout dans l'histoire. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, Françoise Moderne, de ce débat qui a traversé le milieu astrologique depuis quelques années à propos de la prévision? Parce que vous êtes prévision. Ah oui, bien sûr. Vous avez eu des échos. Vous avez eu des échos de cette... Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je dis qu'il y en a qui ont besoin de temps en temps de s'amuser, donc il fallait trouver une petite diversion, on a trouvé celle-là. La base même de l'astrologie, le point de départ de l'astrologie, le langage des astres. La base même de l'astrologie, ça a été pour prévoir les intempéries, les catastrophes naturelles, etc. C'est la base même. Vous enlevez la prévision, vous enlevez la racine, faites autre chose, appelez-le de votre nom. Mais c'est la base. Donc pour moi, l'astrologie égale prévision, mais ça va de pair. C'est extrêmement difficile, c'est tellement plus facile d'éliminer la prévision. On se plante une fois très souvent, je ne dis pas sur deux, parce que quand même pas, mais assez souvent. Mais après, on sait récupérer. Après, on sait dire, ah, j'avais pas vu ça, c'était ça qu'il me fallait voir, ce cycle-là, ou n'importe, peu importe. Mais oui, justement, j'avais pas vu ça, cette chose que vous n'aviez pas vue, vous trouvez pourquoi vous ne l'avez pas vue? C'est-à-dire, est-ce que c'était une chose qui, dans la hiérarchie d'importance des paramètres qu'on tire du thème, elle n'était pas assez évidente pour que vous ne l'ayez pas vue? Non. Mais si vous avez et celles que vous avez vues, est-ce que vous les avez vues parce que vous avez été pertinente mentalement, ou aussi parce que vous avez une bonne intuition, une bonne visualisation des choses? Est-ce que c'est du parapsychique ou est-ce que c'est du... Moi, je crois que je me base vraiment sur du réel, mais on dit aussi que l'intuition. Alors peut-être que ça aide à choisir ceci ou cela. Mais moi pas, hein, je ne dis rien que je ne puisse prouver. Donc votre taux de réussite est à peu près 50-50. Non, c'est un peu 70. Parce que beaucoup c'est du 41-59. Non, moi c'est juste mais vous êtes à 70. Écoutez, Jeannie, moi je dis tous les mois, et tous les mois je fais des prévisions extérieures, et tous les mois, et après on me dit, vous avez la crise, ça fait des années. Et 70 et 70, vous trouvez que c'est dans la hiérarchie des Barbeau est meilleur que moi. M. Barbeau a fait des requêtes à une prévisionniste mondialiste. À quel taux il serait? À 80%? Oh, je ne sais pas, mais c'est supérieur, nettement. Mais de toute façon, prévision mondiale et prévision individuelle. Parce que lui, il a la connaissance de l'histoire, de la politique, de tout. Moi, c'est plus pour la mondiale, je parle. Je ne sais pas au niveau individuel. C'est quoi la différence entre prévision et prédiction? Mais la prédiction, on s'engage un peu, c'est de la voyance. Je vais prédire que vous allez acheter une voiture bleue. La prévision, c'est plus prudent. Je prévois que vous allez dépenser de l'argent pour quelque chose qui se déplace. Enfin, moi, je vais vous donner un... Ça m'est arrivé, j'ai une personne qui était venue me voir, c'était dans les années 80, 82, 83. Et je me rappelle lui avoir dit, à la date du 15 au 20 novembre, ou du 10 au 20 novembre, je ne me rappelle pas, vous risquez, faites attention, vous risquez un accident, il me semble qu'il y a quelque chose, je ne sais plus, il devait y avoir un Mars quelconque, du Mercure, la 3, enfin je ne sais plus. Et puis j'allais éviter. Et cette personne qui avait confiance en moi, parce qu'elle faisait plusieurs années que je la voyais,
m'a téléphoné après et elle m'a dit, vous m'avez dit que j'allais avoir un accident. Donc je suis allée à mon travail à pied. Je n'ai pas pris ma voiture. Mais pendant ce temps, le laps de temps que vous m'avez donné, on m'a volé ma voiture. Et comme j'avais des problèmes de hanche, ma santé a été attaquée puisque j'allais à pied à mon travail. Ça y était, mais je ne pouvais pas l'exprimer comme ça. Voilà la différence entre prédiction, que je veux connais, que l'astrologie ne peut pas faire, et prévision, que l'astrologie... Après, j'ai été plus prudente, j'ai dit, il y a quelque chose de l'argent et de la santé liés, donc ça peut être un accident, je dis, mais ça peut être aussi... Oui, la maison 3, c'est forcément un déplacement, si vous étiez en train de... Voilà, c'est ça. Alors, les déplacements, je sais pas si c'est pas c'était sa ça. voiture, peu importe. Après, c'est un déplacement, on se déplace à pied aussi. Non, mais c'est pour vous dire que... C'est pour ça qu'on ne peut pas, prédire, on ne peut pas. Voilà, on s'est inscrite un petit peu en disant qu'on ne faisait pas de prédiction. Et des prévisions, on n'est pas obligé d'en faire. De prévision, on est obligé. Mais on en fait, puisque quand on parle de cycle et quand on fait intervenir à ce moment-là les planètes qui transitent, ou simplement, c'est automatiquement par rapport au vécu. Ça va aller mieux parce que vous allez avancer, bien sûr. Et surtout, si la personne a déjà mis des choses en route, on pourra lui dire si c'est en accord avec ce qui se passe ou pas en accord. Donc si c'est en accord, forcément, il faut y aller. Oui. Si c'est pas en accord, si par exemple, on parlait de cycle tout à l'heure, on sait bien que souvent les planètes lourdes passent au moins trois fois. Souvent 3 fois. 5 ans. Des fois 5 fois, Saturne Uranus. C'est Pluton qui est passé 5 fois. Non, c'est Saturne Uranus 5 fois. Oui. On l'a eu le 28, on l'a eu le 4 novembre 2008. Pluton est passé. On l'a eu le 5 février. On l'a eu le 15 septembre. On l'aura le 27 avril et on l'aura pour la dernière fois le 26 juillet. Donc, vous voyez, alors là, ça fait 3 ans pour Saturne Uranus. Pluton, quelquefois, il a parce que là, des vous parlez des grands mondiaux. Alors que moi, je ramène ça au thème. Voilà. Oui, mais là, vous avez, si vous passez plusieurs fois sur le même point, vous avez touché plusieurs fois. Pour moi, il Il est passé 5 fois. Là, vous avez, oui, ça c'est facile. Et c'est clair que, comme disait M. Albrun tout à l'heure, en disant est-ce que vous vous en servez vous? Alors moi, je ne vais pas m'en servir avant. Mais quand il va m'arriver quelque chose d'important, je vais aller voir. Et c'est ça qui est le plus amusant, c'est-à-dire pour moi, hein, c'est mon... Oui, et le fait d'être prévenu, ça peut vous aider. Non, parce que je crois que je ne suis pas capable de prévoir les choses pour moi. Oui, mais quand je dis prévoir, c'est être prévenu. Attention, il peut m'arriver là, donc je vais essayer de sauver ce que je ne veux pas qu'il soit abîmé. Mais oui, mais ça c'est du déterminisme. Donc là, je suis pas les Moi, c'est impossible. Enfin, après, c'est vrai que c'est chacun, mais pour moi, c'est impossible d'utiliser. Enfin, moi, je ne pourrais pas utiliser l'astrologie comme ça. Pour moi, en fait, oui, c'est ça, c'est chacun. Pour moi, c'est effectivement, s'il y a un transit, ça va montrer quel est le travail que la personne a à faire pour aller plus loin dans son évolution, mais dire dans quelle forme ça va se manifester. Vous savez, les personnes qui viennent vous voir, ils ont besoin d'aide, et généralement, mais il y a des c'est du déterminisme, ça. Enfin, pour moi, l'aide, c'est la conscience de... C'est un plus, vous me dites, c'est un plus. Donc vous pouvez effectivement faire prendre conscience de ce que vous dites, ça se ferme l'état, mais la prévision n'est pas exclue. Sauf que vous voyez, le fait d'avoir parlé d'un accident, vous voyez bien que ça a pris une autre forme. La personne a pris des décisions par rapport à ce que vous avez dit. Ça m'a amené à Mais en fait, c'est juste qu'elle avait peut-être aussi comprendre. Elle aurait pu avoir un accident. Si elle avait pris sa voiture, qu'est-ce qui serait arrivé? On a pris sa voiture, encore une fois. C'était quel astrologue qui racontait qu'elle avait dit aussi, il risquait d'avoir un accident dans la journée, donc elle n'avait pas bougé, et elle est montée sur un tabouret. Oui, pourquoi un accident? Enfin, pourquoi un accident? Peut-être parce que justement elle a une mauvaise utilisation de son énergie. Non, mais l'idée c'est de dire faites attention au déplacement, par exemple. Voilà, moi je fais des déplacements. Mais pourquoi? Non, mais parce que ça transite un 8, une 8 par exemple, et que c'est négatif. Est-ce qu'on pourrait pas alimenter la sécurité? Est-ce qu'on pourrait pas dire que pourquoi on attire ça? Est-ce qu'on pourrait pas dire que prévoir, pour aller un peu dans votre sens, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait pas dire que ce que je veux dire va être un petit peu provocateur, mais est-ce qu'on peut pas dire que prévoir, on peut pas prévoir absolument en astrologie des choses mauvaises? Ben non. Hein, c'est ça? Et que prédire, au contraire, on peut dire ça va très mal se passer. On fait que de la prévision, on fait pas de prédiction. Oui, c'est ça. Non, je veux dire que c'est au moment. Parce que l'astrologie n'est peut-être pas capable de dire. Normalement, quand je dis par exemple si je décris une journée, par exemple, je vais dire voilà, vous vous levez, vous mangez, etc. Il n'y a rien d'anormal. Bon, il peut se passer des choses anormales pendant cette journée, mais là, je peux prévoir aussi des choses normales.
Donc je veux dire, à telle heure, vous allez vous coucher, par exemple. Bah, c'est normal. Bon, on peut prendre cet exemple. Au mois d'été, vous allez faire ceci, etc. Mais quand je commence à dire que, au moment où vous allez faire cette chose-là, il va se passer tel facteur qui vient perturber, c'est qu'en fin de compte, le grand problème, c'est de savoir si l'astrologie nous parle d'un modèle ou du modèle et de la perturbation que le modèle peut subir. Si je considère que l'astrologie ne peut parler que du modèle et que les éléments de perturbation sont extérieurs à l'astrologie, là ça devient intéressant. Mais il y a beaucoup d'astrologues qui ont, au niveau de l'histoire de l'astrologie, qui ont été amenés à intégrer les facteurs de perturbation dans le modèle lui-même. C'est d'ailleurs une des bizarreries de l'astrologie, c'est qu'on a un modèle qui intègre ses propres contradictions et ses propres dysfonctionnements. C'est ça qui est d'accord. Et donc je dirais que peut-être une autre façon de définir le clivage entre prédiction et prévision, c'est-à-dire qu'en prévision, on ne peut affirmer à aucun moment qu'il y aura une perturbation certaine. Alors que la prévision, c'est d'affirmer la perturbation comme quelque chose qui va, et de dire qui va arriver, effectivement. Il y a quelque chose à comprendre, et si on comprend, on n'a pas besoin d'attirer le truc. L'astrologue n'est pas en bonne position. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font en même temps du tarot, etc. On pourrait dire pour simplifier. Ils font de la prédiction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des astrologues qui ont l'impression que l'astrologie va donner les grandes lignes. On revient toujours. L'astrologie est dans la centralité du processus et que les choses qui peuvent se greffer sur ces grandes lignes échappent à l'astrologie et sont du ressort d'autres disciplines. Et voilà, c'est la question qui peut se poser. La question peut se poser, et la question est ouverte. Parce que jusqu'à présent, au niveau de nos connaissances actuelles, c'est tout. C'est-à-dire que toute notre activité mentale qui consiste à traduire la forme d'un thème et les positions actuelles du ciel pour les traduire dans un conseil ou dans une prédiction, il faut savoir que tout ça, ça se produit dans l'ensemble du monde des fractales, et parce que nous sommes dans un hologramme. Et vous venez de dire, vous allez acheter une voiture bleue. Vous avez fait ce geste-là vers moi, et la semaine dernière, j'ai acheté une voiture bleue. Alors là, c'est un phénomène aussi qui est dans le monde des fractales. Mais ça m'arrive très souvent. En plus, oui, mais vous allez voir qu'elle est rouge, la mienne. Alors, parce que cette voiture bleue, j'ai été obligé, j'ai pas revendu, mais je l'ai compris, j'avais donné un chèque, et je croyais qu'elle était diesel, et c'était une essence. Heureusement, il m'a redonné mon chèque, et après, je suis allé en voir une autre. Vous savez ce que vous dites, ça m'arrive, il y aura personne, j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, parce que ça m'arrive ce que vous dites très souvent. Une personne, par exemple, vient de perdre un enfant, et on dirait que je fais exprès, je vais parler de ce sujet. Ça m'arrive un nombre de fois. Parce que nous sommes dans ce mécanisme de correspondance de l'hologramme. Et ça m'arrive un nombre de fois, je vous dis, je vais parler d'une différence d'âge ridicule entre un homme et une femme. Paf, il y en aura. Vous avez lu Jung, dans Magie de Jung, il y a un passage extrêmement intéressant, justement, qui parle de ça, et où il est à un mariage, et il est avec d'autres hommes, parce que par exemple, dans le 10e siècle, les femmes et les hommes étaient fumés les hommes les fumés. Donc il discute avec les hommes et il parle d'un acte d'une personne qui a quelque chose, pas quelque chose, etc. Et puis il voit un homme se lever et partir. Et au bout d'un moment, le monsieur à côté de lui dit mais vous n'avez pas le droit de vivre l'histoire de ce monsieur. Et il dit qu'il avait certainement capté quelque chose dans l'ambiance. Voilà, c'est ça. Que cette idée, cette histoire lui est arrivée. Et j'ai trouvé ça fantastique, ça rejoint tout à fait ce que vous dites. C'est qu'en fait, il y a cette captation, et il ne faut pas, je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que quand on fait un thème, on est dans un lieu un peu magique, un peu privé, et un peu, on va dire, symboliquement un œuf dans lequel il se passe des choses. Et il y a notre connaissance, mais il y a aussi l'interaction qu'on a avec la personne en face de nous. Oui, et cette interaction fait ce que vous dites, c'est bien, de parler de choses qui finalement ne vous seraient jamais venues à l'esprit. Et la jolie carte, en fait, c'est pas lié facilement à c'est aussi. C'est simplement un geste qui a produit celle-ci. Par contre, je vais vous raconter juste dire une carte comme ça, parce que souvent, on disait que ça avait un rapport avec ce qu'on était en train de dire, ou le problème qu'on a actuellement. Voilà, c'est un clin d'œil, ça n'a rien de... À propos des cartes, je vais quand même vous citer quelque chose qui est vraiment extraordinaire. J'ai fait un stage de tarot avec un jumeau à moi. Enfin, un jumeau, nous avions, il était les mêmes jours que moi,
Et il avait le même ascendant, mais on avait 15 ans d'écart. Donc nos planètes premières étaient au même endroit. Lune, Vénus, Mercure, etc. C'était vraiment étonnant jusqu'à Mars. Je me rappelle, on avait un nouveau père, puisqu'on avait Mars et un Scorpion tous les deux, etc. Et je me souviens, on avait suivi ce stage à Paris, et le soir, il nous faisait tirer une carte chacun pour nous donner la personne. Et lui et moi, on dirait toujours la même. À tel point que les gens disaient, bon, écoutez, tirez que sur deux, c'est pas la peine de vous tirer. C'est quand même, on a été sidérés, on n'a jamais su, j'ai trouvé ça, cette expérience, absolument fabuleuse. Oh, ben, en général, c'était des bonnes cartes, on dirait c'était ou l'étoile, ou quelque chose de pas, c'était une bonne carte. Mais c'était, on tirait la même. Et chaque fois, et lui il a tiré, et moi je tirais. Et c'était pourtant on mélangeait tout avant. Et ça, c'est pas l'expérience. Je me suis dit donc, si vous voulez, pour l'astrologie, on avait les planètes au même endroit, et on allait choisir la même. C'est pour ça, c'est des intéressant. planètes qui étaient De différentes. tirer une carte comme ça, ça n'a pas, en soi, ça n'a pas de réalité scientifique. Mais de toute façon, moi j'aime bien la faire quelquefois, en tirer une, après surtout des discussions comme ça, on en tire une, et tout d'un coup, on trouve une réponse à quelque chose, ou quelque chose qui n'a pas relation avec ce qu'on a dit à ce moment-là, avec ce qu'on a dit à ce moment-là. Et c'est tout, c'est des messages, après, Oui, mais c'est comme le yin, oui, tout à fait. C'est pareil, le leaking, moi j'adore tirer. Absolument, moi je veux ça. Parce que le leaking, c'est pour moi, puisqu'on parlait tout à l'heure de travailler sur notre Le chemin de la vie, là, voilà, le leaking, pour moi, c'est la seule chose où je ne sais pas ce que je fais quand je le fais. Vous voyez? Alors que même quand je me tire des cartes de tarot, je pense que quelque part, c'est comme quand on fait le pendule ou n'importe quoi, on influence. On influence quand même parce qu'on a déjà une idée de la réponse. Alors qu'avec le leaking, on ne sait absolument pas ce qu'on entend. C'est quoi qu'avec le temps, maintenant, on finit par reconnaître le truc. Oui, mais enfin, mais il faudra le faire. C'est passionnant. Je vais le faire avec les baguettes maintenant. Je vais avec le leaking. Les baguettes, là, je pense que je ne peux pas. Ah, moi je fais avec des baguettes. Ouais. Mais j'ai pas de baguettes. J'ai pas de baguettes. À noter pour la prochaine Non, mais c'est pas très cher. C'est pas très cher. Bon, d'accord, merci. Mais c'est très chouette. Moi, j'aime bien ça se met. On est dans les noirs, etc. J'ai vraiment regardé comment ça se tirait. Alors, je voudrais vous poser d'autres questions, notamment, bon, est-ce que, je vous pose une question un petit peu, une question bateau, mais qui est intéressante. Est-ce que pour vous, l'astrologie est un langage? Et de quelle façon est-elle un langage? Oui, c'est un langage. Oui, c'est un langage. Mais un langage qui nous traduit quoi? Bien, Qu'est-ce qui parle à travers... Alors, c'est un langage. Alors là, oui, évidemment, on peut atteindre. C'est un langage qui nous permet de mieux nous connaître, qui nous permet justement, comme vous le disiez tout à l'heure, d'évoluer, etc. En fonction des cycles, selon sa propre perception des choses. Mais pour moi, c'est un langage, oui, c'est un langage comme un langage de la vie, et puis un langage de l'avenir aussi. Ma question est un peu. Ma question est. Je ne pose pas. Je sais que souvent j'ai pensé que c'était une question qui était un petit peu bateau, mais en réalité, elle n'est pas tant que ça. Parce qu'en réalité, par exemple, imaginons par exemple que nous soyons en train de parler en français et qu'il y ait dans un coin un Chinois qui ne comprend pas. Donc, c'est parce qu'il ne comprend pas qu'il va devoir demander une traduction. Donc, un langage, c'est une traduction. Oui, mais bon, alors traduction pour quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose. Donc je vais traduire pour quelqu'un un langage que certaines personnes comprennent normalement, et je vais être obligé de le traduire parce que lui ne le comprend pas. Et justement, avec le ciel, tout le monde comprend le ciel astrologique. À ce moment-là, prenez un japonais, pourquoi avoir besoin de traduire si tout le monde comprend? Je ne vais pas traduire, s'il y a un français dans le coin, je ne vais pas lui traduire dans une langue française, parce que c'est la langue qu'on parle. Oui, mais comment vous expliquer alors que les Indiens ont bien un ciel astrologique? Non, mais moi je vais vous dire mon point de vue, Madame Moderne. C'est que, en fin de compte, mais cela dit, j'aurais bien voulu faire une sorte de petite enquête à ce sujet, hein, parce que c'est pas du tout dérisoire comme question. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, Monsieur Margot, qu'est-ce que c'est que ce fameux... Donc, l'astrologie traduit, ça c'est un langage, c'est un langage qui sert à traduire quelque chose. Bon, alors, évidemment, vous allez me dire, l'astrologue traduit le thème natal. Oui, le thème natal, c'est déjà en soi une traduction de quelque chose. Donc, il lit une traduction. Donc, l'astrologue ne traduit pas. L'astrologue lit le thème natal qui est la traduction de quelque chose qui se passe à un autre plan et que la personne ne peut pas par elle-même lire. Et que d'autres personnes éventuellement lisent. Parce que quand on traduit quelque chose, forcément, il y a forcément des gens qui doivent... Si je traduis d'une langue dans une autre, je suppose qu'il y a toujours des gens qui parlent la langue de départ.
Est-ce que vous voulez en arriver au principe du point de départ de qu'est-ce qui a amené à l'astrologie, au Big Bang, en d'autres termes? Alors, enfin, au symbolique. bon, si vous voulez, donc on va laisser de côté cette enquête parce que ça nous faudrait trop de temps. Mais effectivement, je vais répondre directement. Effectivement, la position que je développe, pour simplifier, c'est que, d'abord, vous avez tout à fait eu l'intuition, effectivement, c'est que les personnes qui vont voir l'astrologue, les personnes qui... C'est pas votre chien, celui-là. C'est une dame. Alors mon chien est un monsieur. Les personnes, on va les faire se rencontrer. Hein. Les personnes qui vont voir l'astrologue, c'est des personnes à qui on a besoin de traduire certaines choses qu'elles ne comprennent pas d'elles-mêmes. C'est comme si elles ne parlaient pas une certaine langue. Et on va. Imaginons par exemple que vous avez 100 personnes qui parlent une certaine langue et qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas la langue qui est parlée. Ils vont aller voir un traducteur pour leur dire qu'est-ce qui se dit. Bon. Est-ce que c'est pas ça l'astrologue? Quelqu'un qui va expliquer à un groupe de personnes des choses que les autres personnes comprennent et qu'elles ne comprennent pas. Je comprends. Vous voulez dire que c'est un canal, en d'autres termes. Alors, je vais dire les choses autrement. Admettons par exemple que, par exemple, vous savez, il y a ce qu'on appelle des signes. On communique par signes, il y a des gestes, il y a des indices. Bon, alors, imaginons par exemple que quelqu'un n'a pas vu qu'on avait fait tel et tel signe. Je ne parle pas de signes astrologiques, hein. Je parle de gestuels, d'attitudes, de comportements qui font qu'on sait ce que les uns et l'autre pensent. Bon, imaginons quelqu'un qui soit étranger à cette gestuelle. Donc, il va faire des contresens. Il ne va pas comprendre ce qui se passe. Il ne va pas comprendre ce que ça peut provoquer de faire telle chose. Il va pas comprendre quelles sont les intentions des uns et des autres.